vous dis tacos, vous me direz Mexique. Si je vous dis provoleta, tamale, empanada, grillade, vous me direz d'une seule et même voix Argentine. Qu'est-ce que vous êtes fort finalement? C'est sûr, quand on parle gastronomie, on en parle dans Cosmo Rayonné. Alors, puisqu'on va parler avant le 19h, lors du repas, on va parler Festilano, tout ce qui va être proposé au musée Stella Matutina de Saint-Leu le samedi 9 juin. Ça va être donc un festival de 13h à 17h. Alors, on va voir avec nos invités Nico Greiner, président de l'association Souffle et Rythme, et Bibiana Guillamé, elle est de l'Argentine. On va parler de ce festival. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et comme d'habitude, vous êtes venus avec rien. On est venu avec ce qu'on a en tête et puis notre enthousiasme. Alors, c'est quoi ce Festilano ? Le Festilatino, en fait, alors c'est un festival qui est très spécial, très particulier, parce que la première idée, c'est de mettre en valeur toute la culture d'Amérique latine, c'est-à-dire la musique, la danse, la gastronomie, en sortant un petit peu des clichés de le monde latino égale salsa. Nous, on a envie de promouvoir toutes les cultures, Colombie, la musique des Andes, la salsa aussi, bien sûr, le Brésil. La première idée du Festilatino, c'est ça, c'est vraiment toute l'Amérique latine, un voyage avec une fusion avec la culture créole. On va s'amuser un petit peu. Alors, l'Amérique latine, c'est combien de pays ? Bonne question. On n'a pas préparé nos fiches là. Non. Mais sachant que, excuse-moi, oui. Quand on parle d'Amérique latine, il y a bien sûr l'Amérique du Sud, il y a toute l'Amérique centrale, il y a toute la Caraïbe, jusqu'au Mexique. C'est ce que j'allais dire, le Mexique. C'est tout ça. Le Mexique qui fait partie de l'Amérique du Nord. Et ouais. Pardon ? Le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. C'est ce que je suis d'accord là-dessus. Voilà, géopolitiquement, on va dire. Non, politiquement aussi d'ailleurs. Ouais. Pas seulement géopolitiquement, politiquement aussi. Ouais. Ils l'ont pas encore fait le mur d'ailleurs, les Américains. La question c'est, alors, c'est quoi un festi latino que vous préparez pour le 9 juin ? Donc il y aura des concerts. Alors, atelier de danse. Atelier de danse, c'est l'après-midi. Les ateliers de danse de samba brésilienne, de tango avec Bibiana. Argentin. Tango argentin, on va le dire aussi. Il ne faut pas oublier les frères uruguayens, parce que le tango n'est pas qu'argentin. Mais on l'appelle comme ça pour le distinguer de celui de l'Europe, tout simple. Donc en représentation de l'Argentine, la bachata de la República Dominicana et puis on aura aussi la samba donc pour représenter le Brésil. Ce sont 3 ateliers qui se tiennent l'après-midi pour le public qui le souhaite. Je peux vous poser une colle ? Pourquoi il n'y a pas de salsa ? Mais il y aura de la salsa. Mais on ne veut pas qu'on tombe dans ce cliché-là, quoi. Il y en aura aussi, bien sûr. Enfin, dans les ateliers danse, non. Par contre, les concerts qui commencent à 18h jusqu'à 23h, il y aura différents groupes qui vont succéder, dont, bien sûr, des groupes de salsa. Voilà. Donc ça, c'est prévu. Il y a un concours pour les meilleures écoles de samba à La Réunion ? Alors, l'école de samba, si on va pas se retrouver au Brésil dans le sambodrome, mais bon. Je vous pose la question. Ça viendra les années suivantes. Allez. Quand il y aura plus d'adeptes qui seront venus faire les ateliers, sûrement on les forme, déjà. Le concours de... Ouais. Mais dans tous les cas, dans cette programmation bien variée, comme il dit Nico, on veut vraiment défendre l'idée du pluriel. La salsa, on l'aime tous, elle a gagné le cœur du monde entier. Mais on fait rappel qu'il y a énormément de rythmes non connus et qui sont quand même d'une adhésion très, très populaire. Ça peut aller, je ne sais pas, cette année on a par exemple un groupe tel que Chinchivi qui présente de la musique afro-péruvienne avec des rythmes festejo. Je ne sais pas si festejo, ça veut dire quelque chose pour quelqu'un. Festejo, ça veut dire fêter, célébrer.
Le lando, ce sont des découvertes des rythmes qui ont une adhésion populaire énorme, qui se lit d'ailleurs dans cette programmation comme petite clin d'œil, on va dire. Ils se retrouvent, ils font amitié avec un rythme réunionnais comme le maloya, qui donne suite à des rythmes argentins. Voilà, il y a toujours un lien entre un groupe et l'autre, que ce soit en danse ou en musique, avec beaucoup de surprises, bien sûr. Alors, on a parlé de danse. En termes de culture, il n'y a que la danse, il n'y aura pas d'autre chose que... On parlera de gastronomie après, mais pour l'instant, on parle que de danse. Il n'y a rien d'autre à côté, je ne sais pas. Par exemple, pour le Brésil, il peut y avoir un peu de capoeira ou... Ah ben bien sûr. Il y a des concerts, hein, c'est avant tout des concerts, des groupes avec des musiciens qui vivent à La Réunion et qui vont enchaîner différents concerts, Donc c'est avant tout de la musique en live et puis entrecoupé de démonstrations de danse. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a toujours ce lien de parenté entre La Réunion et l'Amérique latine. On le montre avec le moringue et la capoeira. On le montre avec, ça peut être les musiques colombiennes et puis des rythmes réunionnais aussi. Enfin, le maloya, le festero, c'est très proche aussi. Donc voilà, c'est avant tout des concerts quand même. Mais, et puis j'avais envie aussi de parler de deux autres particularités de ce festival, ce qui en fait quelque chose d'assez inédit. C'est que c'est un festival qui accueille aussi sur scène des artistes qui sont en situation de handicap, qui ont des compétences, c'est-à-dire qu'on considère que les difficultés, le handicap, c'est une situation qui peut être handicapante, mais dans d'autres domaines, il peut y avoir non seulement des compétences, mais des vrais talents, Et notamment des jeunes d'un institut médico-professionnel, donc l'IMPRO Maricas de La Saline-les-Bains, de l'ALEFPA, seront programmés sur scène pour faire une démonstration de percussion brésilienne avec d'autres musiciens. Donc ça aussi, c'est le Festi Latino. C'est le deuxième aspect qui est important. D'accord. Ma question, c'est la population d'Amérique latine présente à La Réunion aujourd'hui, elle est nombreuse ou... Comment la chiffrer ? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Je peux répondre en tant qu'Argentine que c'est ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas un nombre énorme de personnes de l'Amérique latine, mais il y a des représentants de tous les pays. Et au moment de se retrouver, nous, on a l'habitude de se retrouver dans des pique-niques qui prennent de l'ampleur, et on découvre des Équatoriens, des Cubains, des Vénézuéliens, des Argentins. Ouais. En tant qu'Argentine, on est un peu partout dans le monde, très nombreux. On n'est pas si nombreux que ça à La Réunion, mais on est assez parents de tous les autres pays qui sont représentés. Voilà, il y a une unité que je trouve beaucoup plus évidente que ce que j'ai pu vivre, par exemple, en métropole, où comme ils sont beaucoup plus nombreux, ils restent comme isolés les uns des autres. Ici, il y a une unité, et ça fait une vraie force. Et c'est celle qui se retrouve aussi représentée dans le Festi Latino également. D'accord. Au mois de juin, je viendrai avec vous regarder Argentine-Brésil en Coupe du Monde de foot. Avec plaisir, mais si sera là, sûrement. Ma question, on va y venir, puisqu'on va parler de gastronomie. Ça va être une des parties, je pense, la plus intéressante pour les Réunionnais qui ont envie de découvrir un petit peu plus la culture Amérique latine, hors à travers les danses, parce que aujourd'hui il y a les danses de salon, la salsa, le bachata, il y a la samba un petit peu aussi, je crois. Donc ces danses-là sont dans les danses de salon aujourd'hui. Le Réunionnais commence à bien le connaître. Maintenant, en termes de cuisine, je pense que si tout le monde va sur Internet et veut avoir des fiches de cuisine, ça, c'est pas difficile à avoir. Mais là, c'est vous qui allez amener la nourriture, j'allais dire, qui amène la bouffe. Franchement, ça aurait été un peu vulgaire. Qui amène la nourriture, et cette nourriture, elle vient directement de l'Amérique latine, ou bien vous avez utilisé les produits de La Réunion ? C'est vrai qu'il y aura 2 stands de spécialités gastronomiques latines, alors du Mexique et du Chili-Argentine, je pense. Et ce sont des personnes qui vivent ici depuis maintenant, à mon avis, une vingtaine d'années,
Et donc, ils sont restaurateurs, musiciens, artistes, ils ont différentes professions. Et ils vont amener leur spécialité qu'ils cuisineront sur place, mais je pense que la matière première, enfin, on va dire, vient d'ici, quoi. Mais leur savoir-faire, il est vraiment chilien, mexicain, avec les tacos, les empanadas et tout ça, quoi. Oui, c'est des authentiques qui connaissent bien leur métier. D'ailleurs, on a l'un des 2 stands, Nico aussi, il est chef cuisinier. Ouais. Et pour avoir discuté avec lui, effectivement, une question qui m'était intéressante, c'était comment il travaillait avec les produits d'ici. Et il a trouvé des équivalences pour pallier à toutes sortes de recettes typiques de... D'accord. On va essayer d'énumérer quelques mets d'Amérique latine, en essayant de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme attrait et puis les différences avec la cuisine locale. Alors, je vous écoute. Alors, je disais tout à l'heure mexicain, je disais tacos, parce que c'était le plus facile en fait. Oui, c'est ça. Si je commence par mon cher pays, c'est souvent les empanadas. Alors, empanadas. Empanadas, c'est des chaussons, comme des chaussons garnis de différentes choses. Les classiques, ça va être la viande, viande de bœuf. Mais on a de toutes sortes et toutes les variantes. C'est notre samosa à nous. Y aura du poisson, même sur les... Alors là, juste pour dire, bon, j'aurais dû vous amener les images. La forme est différente. En demi-lune. Voilà, en demi-lune et non pas en triangle. En triangle, voilà la différence du format. Et donc voilà, ça a même la possibilité de, comme je disais, il y a au poisson et souvent dans les moments de... Vendredi saint, les fêtes religieuses où on ne peut pas manger de la viande. Et ben voilà, les empanadas s'adaptent. Bien sûr que s'il y avait ici sur le plateau des Chiliens oui, surtout des Chiliens, on va se disputer à qui c'est, mais voilà, c'est le cône sud. Le cône sud de l'Amérique latine qui peut se sentir avoir ce patrimoine des empanadas. Il n'y a pas que ça. Bien sûr, les tamales, ça fait partie du Mexique, principalement. Les tamales, c'est... Les tamales, c'est aussi dans une idée de... Il y a toujours une garniture. Voilà, il faut penser que... J'imagine qu'à l'époque, il y avait le blé, il y avait le maïs qui venait un peu faire le petit lit de ce qu'on mangeait. Je pense que c'est un peu comme ça que c'est né de cette façon-là. Et plein d'autres plats comme le pastel de choclo, comme le ceviche fait avec du poisson cru, etc. Oui, il y en aura. Il y en aura. Du chili? Pas cette année, ils n'ont pas prévu, mais bon. Chili con carne, oui. Mais c'est un plat discutable, le chili con carne. C'est plus Tex-Mex, en fait. C'était un peu façonné pour la vente internationale, si j'ose dire. Parce que s'il y a un pays, en tout cas, qui sait cuire les haricots, les faillots, c'est bien le Mexique, je veux dire. Oui. Mais c'est vrai ce que vous dites, parce que on retrouve ça au Brésil aussi avec la feijoada qu'on a eu il y a 2 ans au premier Festi Latino. C'est le haricot noir, quoi, mais on est toujours dans le riz, le grain, la viande cuisinée d'une façon particulière avec la farofa, la graine, la semoule de manioc râpée comme ça. Et voilà, tout ça c'est savoureux, quoi. Il faudra venir. C'est savoureux et surtout on le voit aujourd'hui. Il y a une sédentarité aujourd'hui au niveau des peuples qui avant étaient toujours partaient à la chasse, à l'agriculture. Aujourd'hui, il y a un peu moins. Et ça se voit aussi sur la population que c'est copieux. C'est vrai, oui, on le voit. Mais si on parle de gastronomie, je voudrais parler un peu des boissons aussi. Parce que ce festival, il est à mon sens inédit et c'est ce qui en fait un petit peu son caractère, je dirais, de santé publique, c'est que c'est un festival sans alcool. Voilà, on ne propose pas de vente, alors c'est pas répressif, on n'interdit rien, mais on ne propose tout simplement pas de vente d'alcool sur le site. Alors il y a des alternatives, il y a des boissons sans alcool, il y aura une sangria sans alcool faite par une société qui s'appelle Baena, qui est spécialisée là-dedans, il y aura les jus de fruits, les saveurs de green shake. Et puis moi j'ai eu envie d'organiser le festival sur ce thème-là,
en rapport à une expérience professionnelle pendant 6 ans d'éducateur sportif en milieu d'addictologie, où je voyais les patients qui éprouvaient vraiment beaucoup de difficultés à travailler sur l'abstinence lorsqu'ils étaient en sortie, en mariage, en fête, en concert et tout ça. Là, du coup, ça leur permet de ne pas être en exclusion sociale, de vraiment pouvoir venir faire la fête. Moi, je dirais en toute sécurité, quoi, et en toute confiance. Voilà. En tout cas, j'allais dire, je vais vous montrer l'affiche parce que, juste quand je regarde le gros plan, ça va pas être simple. Voilà, là, c'est plus visible. Vous allez le voir affiché de toute façon un peu partout. Donc, c'est donc la 3e édition de Festilano. Festilatino, pardon. À chaque fois, je dis une bêtise. Il y a intervention en addictologie. C'est exprès, c'est-à-dire que... Oui. Oui, parce qu'on se disait que proposer un festival sans alcool, c'est une idée, ça part d'une, on va dire, d'une éthique. Mais si on veut vraiment l'expliquer, il faut qu'il y ait des gens sur place, des médecins addictologues, psychologues spécialisés dans l'addictologie qui tiennent un stand et qui expliquent un petit peu pourquoi et comment et quelles sont... D'accord. Il y a une démarche c'est le service d'addictologie du CHU de Bellepierre, je suppose. Non, ce sera un médecin du service de suite en addicto de Gabriel Martin, Saint-Paul, qui s'appelle Elsa. Elsa, c'est le service de liaison en addictologie. Et puis, je pense aussi une psychologue qui travaille aussi à l'Institut Robert Debré, une clinique d'addictologie de Saint-Gilléo, qui tiendront un stand et qui feront des ateliers, je pense. Il y aura vraiment des ateliers, pas seulement des stands d'explication et de prévention, mais vraiment des ateliers avec quelque chose de ludique, quoi. Et avec l'idée de se dire que la fête, on peut faire un mouvement hyper festif sans forcément qu'il y ait de l'alcool, quoi. Ça peut être très ludique. Et ça a été le cas les 2 premières années. C'était vraiment, on va dire, l'éclate sur toute la soirée, sans avoir besoin de, comme on dit, de se mettre les faits, quoi. Alors, je vais juste rappeler que tout le monde sait quel est l'alcool, la boisson du Mexique. Pour l'Argentine, l'alcool numéro 1, c'est... L'alcool numéro 1 de l'Argentine, le vin rouge. Ah, ouais. Surtout. C'est vrai. Oui, on a des cépages et des appellations, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut, le Cabernet, Sauvignon, il y a le Médoc, il y a le... Voilà, ce sont des terres très aptes. On va rappeler aussi que la bande de Chili, qui est également un très bon terroir. Voilà. Le Chili produit également du bon vin aujourd'hui et ça fait aussi partie de ça, quoi. Bon, ça en alcool, bien sûr, il y a d'autres boissons, comme le maté. Voilà, ça c'est autre chose. C'est quoi? Le maté, c'est ce que je n'ai pas apporté, que j'aurais pu. C'est quelque chose qui se boit tous les jours. C'est une espèce d'infusion qui se fait dans une calebasse avec une paille et qui a énormément de propriétés. Vertus médicinales? Vertus de toutes sortes. D'accord. Voilà. Et ça, c'est bon. Encore une fois, mes amis uruguayens vont dire attention, c'est pas qu'argentin. Non, évidemment que non. Mais dans tous les cas, ça se cultive dans le nord. C'est le Brésil, Paraguay, Argentine. C'est le triangle. J'essaye de me fixer le Paraguay, que j'arrive pas à le faire. Nord-est d'Argentine. D'accord. Ma question, c'est aujourd'hui, comment la culture d'Amérique latine s'installe à La Réunion? Ah, bonne question. Alors, c'est vrai c'est intéressant parce qu'il y a une vague comme ça de mode de danse latine. Pourquoi je pose la question? Moi, on a vu avec le kizomba, on a vu avec toutes ces danses qu'on met en place. Parce que l'Amérique latine, pour moi, ça a été Cuba d'abord. Oui. Ça a été Cuba, et de par l'histoire, le président Castro qui est resté là pendant tant d'années, et la politique aussi a fait que Cuba a toujours... Et là, c'est une autre avec vous, il y a une autre forme de culture qu'on apporte. Une autre forme. Je pense que oui, comme vous dites, il y a deux volets importants qui ont fait parler de l'Amérique latine, la politique et le foot. Et le football, sûrement, bien sûr. Hein. Mais derrière, il y a... C'est pour ça que je disais à Nico tout à l'heure, je dis si on a tant d'années possibles pour en montrer tous les rythmes existants
sur ce continent très riche, très vaste, et bien on a jusqu'à la fin de nos jours pour continuer à faire le Festi Latino. Pourquoi je peux répondre, je me sens chez moi. C'est pas pour passer l'empourma dans la Réunion, mais après 25 ans de vie en métropole, c'est cette partie de la France, si j'ose dire, qui me représente le plus. Je me sens à l'aise. Il n'y a pas de forme à tenir. Et ça va de la main. Je pense que ce sont deux grandes sœurs, l'Afrique et l'Amérique latine. Et donc, on se réunit ici à La Réunion. Ouais. Par hasard. On est là. On s'y sent bien. Et justement, comment par rapport à... Bon, on compare parfois la Réunion en termes de métissage. On le compare au Brésil. Parce qu'au Brésil, il y a un vrai métissage. Comment l'Amérique latine, justement, vit ce brassage culturel, pas au niveau musique, mais au niveau des êtres humains? Comment se fait le métissage de la population? Et l'Argentine est moins dans ce métissage. Mais comment ça se passe? Vous n'êtes pas loin de la chose dans le sens où l'Argentine a été appelée, déjà baptisée un peu comme la petite Europe de l'Amérique latine. Ça serait long à expliquer au niveau historique. Le métissage d'Argentine a eu moins de population de l'esclavage ou de population noire. Pourquoi? Parce qu'elle s'y perd à un moment donné. Particulièrement les grosses pertes de cette population, ça a été des grosses épidémies qui ont attaqué beaucoup, qui ont donné effectivement beaucoup moins d'effectifs. Et quelques-uns, bien entendu, les Espagnols se sont bien occupés et les Amérindiens, c'était un peu une guerre dans ce sens-là. Ouais. Effectivement, il n'y avait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de métissage en Argentine. Non, bien au contraire. J'ai dit qu'il y en a moins qu'au Brésil. Voilà. Il y a moins de population noire, mais métissage, il y en a dans d'autres sens. Voilà. En fait, ça s'explique un petit peu sur que les Portugais sont plus allés au Brésil. On revoit aussi le peuple mozambicain le peuple Mozambique et l'Afrique un peu plus présent au Brésil. Et puis ce fameux, du temps de l'esclavage, le fameux triangle Afrique, Amérique du Sud, Europe, bien sûr. Ça a aussi joué. Bien sûr. Mais pour rebondir là-dessus, c'est vrai que pour avoir séjourné au Brésil un certain temps, c'est vrai que vous parliez de population, enfin humainement, on retrouve au Brésil des gens qui ressemblent beaucoup aux Réunionnais, quoi. Métissage, et il y a ce métissage-là, et c'est ça qu'on voulait montrer dans le Festi Latino. C'est vrai qu'il y a vraiment des liens de parenté, il y a un cousinage entre toutes ces cultures. Mais on parle du Brésil, mais aussi on peut le retrouver en Colombie, on peut le retrouver en Uruguay, et puis à Cuba, évidemment, avec cette histoire commune qui est malheureusement celle de l'esclavage, quoi. Mais et on retrouve l'Afrique dans beaucoup de rythmiques comme ça. Bon, le parallèle est simple en fait. Si on regarde bien, l'Amérique du Sud est présente sur le territoire français. Et c'est un paradoxe de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et la question se pose au niveau de la Guyane aujourd'hui, avec sa frontière. Avec le Brésil. Ouais. On le voit, la population d'Amérique du Sud qui passe par le Brésil pour venir donc sur ce territoire français. Ouais. Il y a une réalité. Mais après, comment il y a ce mélange, il y a une interpénétration de la culture d'Amérique latine. Alors, mais comment ça se passe? Comment ça se met en place? Comment ça se vit? Comment ça se mélange? Parce que d'une façon ou d'une autre, il faut bien que ça se mélange à un moment donné. Mais je crois qu'il n'y a pas, enfin, il me semble, moi, qu'il n'y a pas ce même vivre ensemble qu'on vit à La Réunion. Moi, je pense que c'est unique au monde, véritablement. Le vivre ensemble qu'on vit à La Réunion ici, il est exceptionnel et unique. Alors, il y a du métissage au Brésil, il y a du métissage, on parlait de la Guyane, mais il y a encore beaucoup de situations problématiques quand même, autour du racisme et tout ça. Voilà, c'est ce que je constate quand même malgré tout.
Et du coup, le Festi Latino, il intervient aussi pour montrer que voilà, le vivre ensemble, il est pas seulement Amérique latine, mais il est Festi Latino, la réunion, comme on pourrait dire. Bien sûr, bien sûr. Hein. Bien sûr, Festi Latino réuni à la Réunion, comme je disais tout à l'heure. Ça, on le montre. Il y aura des groupes de Maloya qui seront dans le Festi Latino, qui feront la transition, qui feront Parce qu'il y a des instruments comme les tambours, il y a le rouleur, c'est des instruments qu'on retrouve aussi au Brésil, qu'on retrouve... on retrouve le berimbau, qu'on appelle ici le bobre. Hein? Voilà. Et sinon, on a un rythme qui se joue au Pérou, qui se joue avec le cajon, qui est une caisse de bois comme ça, et qui ressemble au rouleur. Non, il y a aussi le cajon aujourd'hui à La Réunion. Ah, aussi, oui. Qui a été importé peut-être, ouais. Ils l'utilisent déjà aujourd'hui. Oui. Et ça m'a surpris. Mais effectivement, ça remplace le rouleur. Et ça remplace le rouleur. Ouais. Et puis, on a les maracas, le ganzé qui remplace le cayambe, etc. Les congas. Les congas, Bon, après, finalement, les cultures, ce sont des apports de chaque pays, de chaque migrant, on va dire, au fur et à mesure de... Et puis, de toute façon, puisqu'on va parler musique, quand on regarde les instruments, tout le monde prend un petit peu une sonorité de l'autre pour pouvoir agrémenter sa musique, la faire évoluer, la faire, je veux dire, la rendre un peu plus... à la mode, quelque part. Voilà. Mais il y a des choses qui restent. À chaque année, quand on regarde le carnaval de Rio, il y a des choses qui sont toujours... qui ne changeront jamais. La samba, le défilé... Oui, mais qui évolue quand même. Notamment, on va retrouver le groupe Arco-Iris, qui veut dire arc-en-ciel en portugais. Et qui nous fait un samba funk, donc la partie un peu funk, et qui se marie très bien avec le samba, quoi. Parce qu'on dit le samba et non pas la samba, en réalité, ouais. La samba, c'est argentin. Samba do Brasil, en tout cas, nous, on dit toujours la samba. Donc, voilà, parce que ça finit par A, donc on a tendance à dire, tiens, c'est féminin, mais c'est le samba. Là. Après, il y a la samba argentine, avec un Z. Ça, c'est encore autre chose. C'est du folklore. Et c'est une des danses traditionnelles, on va dire, qui englobe le folklore argentin. Dans ce festival, on n'aura pas la samba avec un Z. On a le samba funk. Mais on a le samba funk et on a quand même un autre tableau de danse qui, on peut le dire, ça ouvre un peu le festival avec compagnie de... Voilà les jolies fusions qui nous rend heureux, les artistes. Donc ça commence par Pat Barter qui est un pianiste réunionnais aux influences jazz qui va offrir ça en compagnie d'une danse qui s'appelle chacarera qui est une danse folklorique argentine entre autres. Et c'est ce que disait Nico aussi, ce qui nous enchante aussi, cette liberté de partage. C'est pas pour je veux pas être chauvine du festival, mais je peux pas faire autrement. Et ça nous plaît que du coup comme l'autre jour il y avait Calba Samer en train de jouer avec avec Tropical Latino. Avec Tropical Latino, donc dans un maloya il y a une flûte de pan, une flûte de pan qui se mélange et ça rend des trucs. Après on est tous hyper heureux. Donc c'est vrai que c'est un plaisir pour les artistes qui vont occuper cette scène le 9 juin. Pour ceux qui veulent avoir un avant-goût de la flûte amérindienne, vous pouvez aller sur Internet et taper, vous pouvez écouter. Franchement, vraiment, c'est un moment particulier d'écouter la flûte amérindienne, de voir que finalement, c'est un lien vraiment avec la nature. Ah oui. Comme le condor passe. Il passera. Je vais juste traduire ce que je viens de dire, que même si j'ai pas compris. Le condor passe. Le condor qui passe, je pense. Qui passe. Ouais, d'accord, c'est ça. Et tout le monde sait que le condor, c'est un grand oiseau qui ressemble un peu à un aigle. Calba Samer, c'est pour le maloya. C'est ça. Calba Samer, c'est pour le maloya. Donc un groupe qui va nous faire goûter à des rythmes maloya traditionnels, mais qui joue aussi le jeu dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a un partage.
Il y a un partage. Il partage la scène avec Chinchivi pour commencer. Et puis donne lieu à la partie tango argentin par un rythme qui est partageable, qui s'appelle candombe, qui n'est pas écrit là. Et comme par hasard, c'est vrai, j'aime bien dire ça, cette destinée de Maloya et tango avoir eu le titre de patrimoine mondial par l'UNESCO à la même commission. L'année 2009, le 30 septembre. D'accord. On arrive bientôt à la fin de cet échange. En tout cas, on va rappeler donc Festi Latino, samedi 9 juin au musée Stella Matutina, donc à Saint-Leu. Donc l'occasion de voir bien sûr de la danse et de la musique, et aussi de goûter, de découvrir ou de redécouvrir, en tout cas d'apprécier, d'aimer donc d'Amérique latine. Il y en aura pour tous les goûts, en tout cas. On va, nous, essayer d'être présents pour voir ce qu'on peut ramener comme image. On verra ce qu'on peut dire aussi là-dessus. En tout cas, merci à... j'allais dire, on éteint son portable, mais comme quoi. Alors, Nico Grener, merci, donc, président de l'association Souffle et Rythme. Bibiana Guilamé, donc, elle, de l'Argentine, qui va donner des cours de danse, qui va montrer... Donner des cours de danse, être sur scène aussi, et puis je fais partie du staff, ça me fait très plaisir de l'organisation. Il y a une toute petite chose. Voilà, est-ce qu'on peut préciser que les billets... Alors, pardon... Décidément. Que les billets sont déjà en pré-vente sur le site monticket.re. Et c'est vrai qu'on a décidé de proposer un festival avec un prix quand même modique, puisque c'est 5 € l'entrée pour les concerts. Et ceux qui viennent prendre les cours de danse l'après-midi, cours de danse plus concert, ce sera à 10 € le tout. Voilà, donc c'est une façon aussi de promouvoir un peu la culture et de favoriser... les démarches culturelles, quoi. Et on peut les trouver, bien entendu, à Stella Matutina, au musée. Directement au guichet du musée. D'accord, merci. Donc, Nicolas Grener, et merci à Bibiana Guilamé. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous serez nombreux à ce Festi Latino, donc la 3e édition. Moi, je vais juste vous dire merci pour votre fidélité. Merci à Lalaine, merci à François pour la collaboration toujours très fructueuse. Portez-vous bien. À demain.